L'actualité économique de la République démocratique du Congo a été marquée par le mésalignement du taux d'échange du franc congolais et du niveau d'inflation. Les questions qui se posent, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qu'il faudra faire pour stabiliser les niveaux du taux d'échange et améliorer le pouvoir d'achat de la population congolaise? Toutes ces questions trouveront bel et bien des réponses avec le professeur Henri Guérendaoué, le monétariste. Nous vous disons à cet effet salut et merci de nous recevoir chez vous. Nous l'appelons. Il fut d'abord mon professeur. Il m'a donné, je crois, 2 cours, économie monétaire et puis la politique monétaire, c'est ça? Politique monétaire. Voilà. Et aujourd'hui... Question spéciale de théorie et politique monétaire. Exactement. Donc, il y avait 3 cours. Oui. Et alors, aujourd'hui, il est notre invité spécial par rapport à ces questions qui se posent. On s'est dit avec la volatilité du taux de change et puis l'instabilité du niveau d'inflation. Où allons-nous? Qu'est-ce qu'il faudra faire? Toutes ces questions trouveront bel et bien de réponses avec le professeur Henri Guérendaoué, qui est monétariste d'abord, qui s'y connaît, qui n'a fait que ça toute sa vie, je dois dire. Je ne sais pas si je me trompe. Oui. Alors, pouvez-vous d'abord vous présenter à nos fidèles téléspectateurs qui vous suivent de partout? Okay. Qui êtes-vous? Merci, madame. Merci pour l'honneur que vous me faites Je vous en prie. de pouvoir participer à cette émission. Moi, c'est le professeur Henri Guérendaoué Mbassé. Je suis professeur des universités avec comme université d'attache l'université de Kinshasa et directeur général adjoint de l'Agence nationale de promotion des exportations. Exactement. Mais aujourd'hui, je suis là sous mon étiquette de professeur des universités. Qu'est-ce qui vous a amené de faire beaucoup d'études en ce qui concerne la monnaie? Je comptais me former en tant que monétariste et l'un des monétaristes de ces pays. Je fais ma licence en économie monétaire internationale et je fais un DEA, j'ai un diplôme d'études approfondies en économie monétaire internationale et financière et je fais une thèse en économie monétaire. Wow. Et donc, je suis un monétariste attitré. Et, confirmé. Oui, c'est pourquoi je parlerai en tant que monétariste beaucoup plus que mes fonctions en ville. Quelle relation existe-t-elle entre le taux d'échange et l'inflation? Ce qu'il faut reconnaître, c'est que la relation taux de change et le niveau général des prix, c'est une relation bidirectionnelle. Par moment, c'est le taux de change qui impacte le niveau général des prix et par moment, on a également le niveau général des prix qui impacte le niveau de taux de change. Les relations ou les tests de causalité peuvent le prouver. Mais ce qui nous intéresse beaucoup plus, dans une économie qui est dollarisée comme l'économie congolaise, voilà, c'est beaucoup plus le taux de change qui impacte le niveau général des prix sur le marché. Et le commun des mortels, normalement sur le marché, explique déjà bel et bien cette relation-là quand vous demandez à une maman pourquoi vous avez augmenté par exemple le niveau de prix de Bité-Koutékou ou du foufou, ou de maïs, elle vous répond aisément dollar et mati. Donc comme pour dire, le taux de dollar est en augmentation et le fait que le taux de dollar est en augmentation, le prix de Bité-Koutékou aussi sera obligé d'être revu à la hausse. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine relation entre le taux de change et les prix sur le marché, mais étant donné que cette maman-là, quand elle finit de vendre la quantité de légumes qu'elle a, elle demande également d'autres biens sur le marché et à ce niveau-là, vous aurez remarqué qu'elle va acheter ces produits à des niveaux de prix beaucoup plus élevés et elle est obligée d'ajuster également son prix. Mais si vous observez par exemple la structure d'importation de la République démocratique du Congo, nous importons à peu près à 70% des biens manufacturiers et tout au plus à 25% le bien de consommation des masses. Ce qui fait que il y a déjà une très grande pondération des biens importés qui circulent sur le marché national et les prix de ces biens-là sont directement corrélés au taux de change et vous verrez que lorsque le taux de change est en mouvement, tous ces biens connaissent une augmentation de leur prix, mais en termes de valeur des biens, il se fait également que même les biens produits localement connaissent une augmentation. C'est là où ça étonne. Qu'est-ce qui explique cela? Ce ne sont pas de biens importés. Mais cette maman-là qui vend
pour nous, les Biteku, comme tu l'as dit, ces mamans, après avoir vendu, elles vont préparer également la rentrée scolaire pour leurs enfants au même titre que vous et moi. Mais le vrai problème, c'est quoi? Les fournitures scolaires sont importées. Et quand elle ira acheter ces fournitures scolaires, elle va se rendre compte que les prix se trouvent être en augmentation. Mais le terme de l'échange est défavorable pour elle. Elle cherche maintenant à corriger le terme. Si hier, elle vendait une quantité de Biteku à 500 francs et elle peut acheter un cahier de 24 pages à 500 francs et aujourd'hui, le cahier de 24 pages n'est plus à 500 francs, c'est par exemple à 700 francs. C'est que si elle continue à vendre les Biteku la même quantité à 500 francs, elle ne sait plus acheter un cahier. Conséquence, elle est obligée d'ajuster son prix pour correspondre en valeur nominale en termes de le prix de ces cahiers à 700 francs et automatiquement pour elle, le Biteku va revenir à 700 francs au lieu de 500 francs. Nos mamans sont économistes monétaires sans pour autant le savoir. On est dans une situation où on prend les biens en termes réels et on vérifie maintenant leur valeur par rapport aux autres biens sur le marché et le prix n'est que le symbole de la valeur qu'on attribue à chacun de ces biens. Conséquence, la maman des Biteku qui voit les prix des autres biens échangés sur le marché connaître une augmentation, elle a une détérioration des termes de l'échange. Et ces termes de l'échange, pour que ça reste équitable, elle est obligée d'ajuster également le prix de son bien pour permettre à ce qu'elle passe également de 500 à 700 pour que dans l'avenir, si elle vend la même quantité, elle puisse obtenir un cahier de 24 pages comme elle avait l'habitude de le faire. Et nous y allons même par anticipation. Si les prix changent à tout moment, elle pourra maintenant connaître, faire des ajustements ou des anticipations sur les prix, au lieu de fixer les prix à 700 francs et que le jour suivant, elle revient, trouve que le cahier qui était à 700 francs est déjà à 800 ou 900. Ou à 1000 francs. Elle va faire une anticipation pour passer de 500, 700 et voir 1000 ou 1200 pour se protéger contre la détérioration de son terme d'échange. Donc, c'est tout à fait logique en économie qu'on puisse avoir sur le marché une certaine relation entre les prix des biens importés qui sont directement corrélés au dollar et les prix au taux de change et les prix des autres biens, ce qui fait que même les biens produits localement suivent la même tendance parce qu'il n'y a pas deux marchés. Il n'y a pas un marché sur lequel on échange les biens importés et un autre marché sur lequel on échangera les biens produits localement. C'est le même marché. Étant donné que c'est le même marché, nous nous retrouvons tous avec les biens importés et les biens produits localement sur ces mêmes marchés-là. Il doit y avoir un équilibre. Et c'est cet équilibre-là qui fait que le maman qui vend les Biteku, la braise et tout ce que vous voulez, ajuste également leur prix pour correspondre à la perte de terme de l'échange qu'elles subissent chaque jour. Et qu'est-ce qui explique alors la volatilité du taux d'échange en République démocratique du Congo il y a peu? Donc, la volatilité du taux de change, sa volatilité est expliquée par plusieurs facteurs. Lequel? Il y a des facteurs exogènes qui expliquent, mais il y a également des facteurs endogènes. Prenons les facteurs exogènes. On a subi tout au début de l'année, le mois de mars, mai, juin, la baisse de nos exportations. Exact. Et lorsqu'il y a baisse des exportations, ce sont les ressources en devises qui diminuent. Donc, l'offre de devises diminue. Mais si la demande de devises reste inchangée, vous aurez bel et bien une pression sur la demande de devises et cela peut provoquer une détérioration de taux de change. Au niveau intérieur, il y a par exemple le fait que nous avons une grande masse monétaire qui circule hors circuit bancaire, ce que nous appelons communément la circulation monétaire hors banque. Cette quantité de monnaie qui circule en dehors du système bancaire finissent par atterrir sur les marchés d'échange. Parce que la monnaie nationale se déprécie rapidement. Le détenteur de cette quantité importante de la monnaie nationale cherche à se
protégés contre la détérioration des taux de change vont finir par éjecter cette quantité de la monnaie sur le marché de change et nous allons assister à une certaine volatilité du taux de change du fait également qu'il y a trop de pression sur la demande des devises. Lorsqu'on vous écoute, on s'est dit comme si l'autorité monétaire est faible, lorsqu'il ne sait pas contrôler totalement le marché des devises. Non, on ne peut pas conclure directement à la faiblesse de l'autorité monétaire parce qu'il y a des éléments que la politique monétaire peut contrôler. Donc, lequel Donnez-nous un exemple. Voilà. La Banque centrale peut contrôler seulement une certaine volatilité liée, par exemple, à l'application de la politique monétaire ou à l'application de la politique d'échange. Mais lorsque nous allons au-delà de la politique monétaire ou de la politique d'échange et que nous entrons, par exemple, dans des problèmes à caractère structurel de l'économie, par exemple, une sorte de déficit de l'offre intérieure, là, la Banque centrale est impuissante à pouvoir régler ce type de questions. Et donc, les questions telles que nous nous posons, il faut qu'on puisse faire la part des choses. Il y a des questions qui relèvent de la politique monétaire et de la politique d'échange, mais il y a des questions qui relèvent des politiques sectorielles concernant les infrastructures, par exemple, concernant les secteurs productifs, notamment l'élevage, la pêche, l'agriculture. Nous devons produire pour répondre à un certain niveau de demande intérieure. Et ce sont tous ces éléments-là qui peuvent contribuer à ce que l'on puisse stabiliser et la valeur de la monnaie nationale et le taux de change au niveau interne. Et qu'est-ce qui influence alors l'inflation en République démocratique du Congo? L'inflation est alimentée par plusieurs facteurs. Nous pouvons dire, pour ce qui concerne la République démocratique du Congo, on est dans un environnement dollarisé. L'inflation est alimentée par l'évolution des taux de dollars. Là, il faut pas oublier cela. Donc là, c'est la certitude. C'est une certitude pour ce qui concerne la République démocratique du Congo. Le deuxième élément ou le deuxième facteur, c'est l'évolution de la masse monétaire. Lorsqu'il y a une augmentation de la masse monétaire en circulation et que le niveau de la production n'augmente pas de manière proportionnelle à la masse monétaire, nous allons assister à un ajustement par le prix. Et l'ajustement par les prix conduit à l'inflation. Et donc, ces éléments mis ensemble peuvent déjà expliquer à suffisance l'inflation. Mais il ne faut pas oublier, l'inflation, c'est un phénomène qui s'auto-entretient. Ce qui veut dire, lorsque le phénomène inflationniste se déclenche dans un secteur donné, cela va être un phénomène contagion de telle sorte que le prix des autres biens également vont connaître une augmentation. Et tel que nous avons dit pour la maman des Bitekuteku, des Matembele, les savons qui augmentent des prix, le pain qui augmente les prix, le riz qui augmente les prix, le coût des transports qui est revu à la hausse. Mais ce sont tous les secteurs qui connaissent également l'inflation. Donc ça s'auto-entretient. Et le mécanisme se généralise. Et c'est pourquoi j'aime toujours fixer les idées là-dessus. Ce n'est pas lorsque le prix d'un bien augmente sur un marché que nous pouvons crier à l'inflation. Ce n'est pas parce que le prix d'un bien, de la choucroute ou du pain augmente voilà, sur les marchés. Qu'on parlerait... Non, il faut que la hausse soit généralisée. Donc ça affecte un grand nombre de secteurs pour permettre à ce que l'on puisse avoir ce que nous appelons inflation. Et même dans l'inflation, il y a des secteurs qui sont beaucoup plus pondérants dans le calcul de taux d'inflation. Il y a d'autres secteurs qui interviennent moins, ce qui fait que l'inflation telle que nous vivons en République démocratique du Congo, c'est un phénomène qui se généralise au fil du temps et c'est le cumul qui fait que aujourd'hui il y a eu augmentation de 2% de prix. Demain, nous allons assister à une augmentation de 3%. C'est faible, mais le cumul ou des 0,25, 0,75, mais sur toute l'année, quand on fait le cumul, nous allons finir par arriver à un niveau de taux d'inflation beaucoup plus élevé et qui devient maintenant des taux d'inflation qui soient nuisibles. Et ça commence même à inquiéter le pouvoir politique. Le pouvoir d'achat de la population. Ouais. Mais j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui fait qu'en République démocratique du Congo, la volatilité du taux de change, l'inflation nuisent la population congolaise chaque année?
C'est de façon répétitive, on n'arrive pas à l'arrêter. C'est quoi le problème? Bon, nous sommes une économie assez dépendante de l'extérieur. Est-ce qu'on est condamné à cela? Nous subissons. Est-ce qu'on est condamné à tout cela? On n'est pas condamné à cela, mais il faut des politiques économiques qui permettent de rétablir un certain nombre d'équilibres. On ne va pas aller là-dedans, nous allons prendre l'axe de politique économique proprement dite, au lieu de rentrer dans l'axe de politique monétaire avec tous les éléments qui contribuent. Nous pouvons dire, chaque fois qu'il y a par exemple un phénomène inflationniste sur le niveau international, la guerre par exemple entre l'Ukraine et la Russie, certains biens ont connu une augmentation des prix au niveau international. Mais lorsque nous importons ces biens, nous les importons avec l'inflation. Et lorsque ces biens arrivent en République démocratique du Congo, déjà... Donc c'est l'inflation importée. C'est une inflation importée. C'est un élément qu'on peut mettre sur la table et qu'on est à mesure d'expliquer. Deuxièmement, quand vous prenez la structure de la masse monétaire en République démocratique du Congo, lorsque le taux de dollarisation est par exemple au-delà de 80%, ça veut dire la masse monétaire est constituée à 80% de la monnaie étrangère et seulement à 20% de la monnaie nationale. Ce qui fait que la politique monétaire de la Banque centrale ne peut être efficace que sur le volume de 20% et le 80 autres % échappe à l'efficacité de la politique monétaire de la Banque centrale. Est-ce que cela prouve que la population congolaise n'a pas confiance à la monnaie nationale? Le problème n'est pas tellement à ce niveau-là. Il est très complexe. Il est très complexe. Plus complexe qu'on ne peut... très complexe, et même que la nature de la dollarisation qui existe en République démocratique du Congo. Je vais juste vous illustrer quelques cas. Nous en avons besoin. Quand nous parlons de la dollarisation en République démocratique du Congo, elle est multiforme. Quand vous prenez la partie ouest de la République, Kinshasa, Bandundu, Congo central, vous descendez vers le sud. La monnaie de la dollarisation, c'est le dollar. Mais quand vous remontez vers le nord-est, allez en Ituri, quand vous prenez Aru, Ariwara, Mahagi, ces entités-là ont comme monnaie de la dollarisation le shilling ougandais. Quand vous prenez le nord Ubangi, le sud Ubangi, dans la ville comme Zongo, Libenge, Mobaimbongo, Yakoma, la monnaie de la dollarisation, c'est le franc CFA. Quand vous allez à Lufu ici, on utilise le Kwanza, la monnaie angolaise. Ça veut dire quoi concrètement? Nous sommes dans une situation où toutes les formes de la dollarisation se manifestent en République démocratique du Congo. Vous avez la dollarisation par substitution monétaire, ce qui concerne les dollars avec le franc congolais dans la partie Kinshasa et les autres entités que je venais de citer. Vous avez la dollarisation par complémentarité monétaire. Parce que quand vous arrivez à Aru, Ariwara et autres, ils ne connaissent même pas le franc congolais. Ça ne circule pas là-bas. Mais pour remplacer le franc congolais ou compléter l'insuffisance de la quantité de francs congolais en circulation, ils adoptent la monnaie du pays voisin avec lequel ils ont un commerce transfrontalier très fourni. La même situation se présente pour le nord et le sud d'Ubangi. Les entités qui sont tout au long de la rivière Ubangi, qui sont voisines avec la RCA. Nous connaissons également cette situation-là. C'est le franc CFA. Et donc, ce qui fait que nous sommes dans une situation où la population peut bel et bien avoir confiance en la monnaie nationale. Mais lorsque la quantité de la monnaie nationale est insuffisante, ça pose problème. Mais là, c'est la faiblesse de l'autorité monétaire, parce que c'est à l'autorité monétaire de combler l'agence ou la direction provinciale de la Banque centrale, dans la partie doit s'en occuper. Ça se retrouve à Kisangani. Vous avez, mais de l'autre côté, il n'y a pas une agence, il n'y a pas une direction. Vous avez à peu près 700 km entre Kisangani et Bunia. Et de là, pour aller vers Aru, vous avez plus de 300 km. C'est énorme. Donc, ça pose déjà un problème. Et en deuxième lieu, la monnaie nationale, lorsqu'elle se déprécie régulièrement, c'est un comportement naturel pour un agent économique rationnel
C'est un comportement qui est naturel, la dépréciation du franc congolais. Non, non. Lorsque le franc congolais se déprécie, l'agent économique adopte un comportement naturel de se protéger contre cette dépréciation. Voilà. Et de choisir la monnaie qui est forte. La monnaie de référence ou la monnaie refuge, pour mieux dire, la monnaie refuge. Et donc, dans ces conditions-là, l'agent économique, en voulant protéger ses avoirs ou son épargne, n'aura pas 36 solutions que de pouvoir convertir ses avoirs dans une monnaie qui soit une monnaie beaucoup plus stable. Vous êtes monétariste, un professeur des universités. On veut vous donner de francs congolais. De l'autre côté, on vous propose $300. Qu'est-ce que vous allez choisir entre les deux? Je suis très heureux que vous puissiez poser une telle question. On est dans une situation où, lorsqu'il y a deux monnaies... Tout en étant un économiste, un homme rationnel, économicus. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsqu'on est en face de deux monnaies, l'une se déprécie rapidement et l'autre étant stable, la loi de Gresham va s'appliquer. La mauvaise monnaie chasse la bonne en circulation. Et qu'est-ce qui est mauvaise dans les deux? Je ne voudrais pas aller jusque-là, mais je garde le concept, la monnaie qui se déprécie et celle qui ne se déprécie pas. Donc, dans ces conditions-là, lorsque la dépréciation est très accélérée, nous allons arriver à l'application de la loi de Gresham à rebours. Ça veut dire, la bonne monnaie va finir par chasser la mauvaise de la circulation. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez votre épargne que vous voudrez acheter bien sur le marché à 50 000 francs. Vous vous présentez chez le vendeur, vous demandez l'épargne. Il vous dit, si vous achetez en monnaie nationale, ce 100 000 francs. Si vous payez en dollars, vous me donnez, par exemple, $20. Alors que vous saviez bien que si vous prenez $20, vous allez sur le marché auprès de cambistes, on ne va pas vous donner 100 000 francs. Vous sortez un billet de $50, vous remettez à la vendeuse ou au vendeur. On vous donne le pain. Il vous pose la question. La différence, je vous retourne en francs ou en dollars. Vous, tout de suite, vous allez dire non en dollars. Parce que vous craignez quoi? Que vous allez faire une prochaine opération et que lors de la prochaine opération, vous soyez devant le même dilemme. Ça veut dire concrètement que le vendeur vient de refuser d'encaisser le franc congolais et l'acheteur, lui aussi, qui a sorti ses $50, refuse de reprendre la différence en monnaie nationale. Parce que la différence qu'on allait te donner, on te donnerait autour de 24 ou 23 actuellement. Conséquence, quand vous allez vous présenter la prochaine fois pour faire une autre opération, on va augmenter les prix en monnaie nationale pour seulement vous décourager à utiliser la monnaie nationale dans vos achats. Et donc, nous sommes dans des contextes d'une théorie qui a fait ses preuves. Lorsque on est en face de deux monnaies, l'une considérée comme la bonne, celle qui est stable, où la valeur est stable. La bonne monnaie, c'est celle qui est stable. L'autre est considérée comme la mauvaise, celle qui se déprécie. Qui est stable. Qui est instable. Voilà. La bonne monnaie chasse la mauvaise en circulation. Si je comprends, vous allez prendre le $300. Vous l'avez dit. Non, j'aimerais que vous confirmez. Vous allez prendre donc, le $300. on est dans une situation où, lorsque le niveau... Parce que si j'encaisse le $300 maintenant là, je ne suis pas censé, parce que c'est là également la rationalité, de tout dépenser aujourd'hui. Or, si je dois étaler mes besoins sur une période de 20 jours, 30 jours, au-delà d'un certain niveau comme réserve de temps, valeur, je ne saurais plus acheter la même quantité de biens. Le sac de riz qui aujourd'hui me coûte par exemple 50 000 francs, dans 2 semaines, je vais acheter à 62 000 francs. Et si j'ai gardé le franc congolais, pendant tout ce temps-là, chaque fois que j'aurai à réaliser une opération, 20 jours après, 15 jours après, je vais réaliser avec
une perte de pouvoir d'achat. Face à cette situation, comment pouvons-nous faire pour dédollariser l'économie congolaise? La dédollarisation, c'est un processus. Mais c'est depuis longtemps, on dit la même chose, c'est un processus, c'est un long processus. Très long. Est-ce que nous devons tous mourir, partir pour qu'on arrive à atteindre l'objectif? Les spécialistes de la question disent ceci. La dédollarisation prend au minimum le même nombre d'années que la dollarisation a pris pour s'enraciner. Ce qui veut dire, si on peut situer les débuts de la dollarisation en République démocratique du Congo, dans les années 1990, ça nous fait à peu près 33 ans, plus de 30 ans qu'on est dans la dollarisation. Conséquence, vous n'avez pas moins de 30 ans pour dédollariser. Ce qui veut dire... Il faut encore 33 ans. Vous avez de mémoire corrompue par l'inflation et la dépréciation de la monnaie nationale. Ce qui voudrait dire, les petits-enfants qui vont naître, lorsqu'ils auront 25 ans, 30 ans, ils seront dans la vie active. Ils n'auront fait connaissance que de la monnaie nationale. Et ils auront beaucoup plus utilisé la monnaie nationale à l'âge d'adulte. Ils ne vont pas trop s'inquiéter de la dépréciation de la monnaie nationale. Or, vous et moi, dès lors que vous avez quelque chose entre vos mains, vous vous posez la question. Mais la stabilité de la monnaie, ça sera pour combien de temps? Et vous vous dites, on ne sait jamais. Que je convertisse d'abord en devise et je garde mon épargne ou mes ressources. Et à ce niveau-là, ce n'est pas aujourd'hui qu'on va dédollariser. Maintenant, puisque vous parlez de la dédollarisation, il y a des principes, des bases pour qu'on puisse parler de la dédollarisation. Premièrement, l'indicateur qui nous permet de calculer la dollarisation, qui est les dépôts en devises auprès des banques commerciales. Vous nous parlez de la dédollarisation, mais vous laissez la latitude aux agents économiques d'ouvrir des comptes en monnaie étrangère. On parle de quelle dédollarisation? Non, reprenez cela. Nous aimerons bien comprendre. Parce que l'indicateur qui nous permet de calculer la dollarisation, ce sont les dépôts en devises auprès des banques commerciales. Maintenant, puisque nous parlons de dédollarisation, la première mesure dans les pays qui ont entamé le processus de dédollarisation, c'est ce qu'on appelle la nationalisation des comptes. Ça veut dire tous les comptes que nous avons auprès des banques commerciales sont convertis en monnaie nationale. Et donc, cet indicateur-là est neutralisé. Lorsqu'il y a des dépôts en devise, déjà ça prouve qu'on n'a pas encore entamé. Vous n'avez même pas commencé. Même si vous n'avez pas. Même si on arrivait à influencer le taux d'intérêt. Madame, ce n'est pas la fixation des prix en monnaie nationale qui signifie dédollarisation. Donc c'est rien. Loin de là. Si on dit, je m'explique, lorsqu'on dit qu'en plus le taux d'intérêt créditaire en francs congolais est très élevé, alors que le taux d'intérêt créditaire en devise est moins élevé, là ça n'influence pas toujours. Le taux d'intérêt, c'est lié à une politique monétaire qui est mise en place. Le taux d'intérêt qui est applicable sur le dollar, ce n'est pas nous qui contrôlons. Parce que le dollar n'est pas la monnaie congolaise. Il y a une politique monétaire américaine de la Réserve fédérale qui indique les niveaux des taux directeurs sur les dollars américains. Et c'est ces niveaux des taux directeurs que nous prenons comme référence. Et lorsqu'aux États-Unis, on vous dit que le taux d'intérêt sur les dollars ou les taux directeurs de la Réserve fédérale est autour de 4%, en raison de quoi, en République démocratique du Congo, nous allons fixer ces taux-là à un niveau très élevé. Le niveau très élevé de taux d'intérêt en monnaie nationale est expliqué beaucoup plus par les niveaux de l'inflation qui est très élevé. Parce que si on fixe le taux d'intérêt nominal à un niveau inférieur au niveau des taux d'inflation, le taux d'intérêt réel va être négatif. Or, lorsque le taux d'intérêt réel est négatif,
il n'y a pas possibilité de réaliser des transactions dans cette monnaie-là. Ni nous, épargnants, nous ne serons motivés pour aller déposer notre épargne dans un compte en banque en monnaie nationale qui, au bout de quelques années, va perdre toute sa valeur, ni les banquiers n'est intéressé à nous octroyer un crédit en monnaie nationale au moment des remboursements aura une valeur moindre que le montant qui nous avait été accordé. Et donc, on est en train d'aborder plusieurs questions à la fois, mais on ne se focalise pas sur les vraies questions. Deuxième phénomène que je voulais... Il n'y a pas encore ce processus de dédollarisation de l'économie congolaise. Vous voulez dédollariser, mais vous laissez l'organisation du marché de change parallèle. Ça veut dire, l'agent économique qui dispose les devises peut convertir cela à n'importe quel coin de la rue. On est dans quel pays? Dans ces conditions-là. Puisque j'ai de la devise avec moi et je peux donner à n'importe... Je peux même acheter avec. Je veux acheter le pain de 2000 francs, j'ai un 10 $, je remets à la dame, on me donne le pain de 2000 francs, on me donne la différence en monnaie nationale. On est en train de dédollariser quoi? Et donc, il faut arrêter l'ouverture des comptes en monnaie étrangère, la nationalisation des comptes. 2, il faut nécessairement mettre fin au marché parallèle. Comment y arriver? Quand ce marché s'est implanté presque partout. Obligé d'aller vers... Sur toute l'étendue de la République démocratique, comment arriver à supprimer ces marchés parallèles? C'est possible. Je donne les principes. Voilà. Je donne d'abord les principes. Et l'applicabilité? L'applicabilité, là nous entrons dans un autre volet de la question. Et donc, à ce moment-là, lorsque chacun de nous sait qu'en détenant les devises, au moment où il a besoin de convertir, il peut le faire à n'importe quel coin de la rue, il ne sera pas motivé à garder par devers lui les ressources en monnaie nationale. Et donc, si nous voulons dédollariser réellement, on doit commencer par là. Mais cependant, j'ai dit ceci. La dollarisation, ce n'est pas une fatalité. Il y a des économies qui sont dollarisées depuis des années, qui sont même devenues des économies émergentes, tout en étant dollarisées. Comment cela peut arriver? Vous avez l'exemple du Brésil, de l'Argentine, ce sont des économies dollarisées. Une bonne partie des pays de l'Amérique latine, ce sont des économies dollarisées du fait de l'influence du dollar américain dans cette partie-là du monde. Mais ces économies-là fonctionnent. On utilise même dans d'autres pays la dollarisation intégrale, par exemple, pour pouvoir stabiliser le cadre macroéconomique. Parce que le fait que la monnaie nationale est très volatile et que nous mettons fin à une monnaie nationale qui s'est dépréciée chaque jour et que nous n'avons plus qu'une monnaie étrangère beaucoup plus stable, nous allons stabiliser les prix. Le Zimbabwe l'a utilisé. En 2009, on a dollariser l'économie zimbabwéenne parce que à ce moment-là, 2009, le taux d'inflation au Zimbabwe avoisinait, tiens-toi bien, 231 millions de pourcents. On avait des billets de l'hyperinflation, de taux d'inflation. Donc, on aime chercher un autre mot, parce que l'hyperinflation ne suffit plus. C'est encore mieux. L'hyperinflation ne suffit plus. L'hyperinflation, lorsque le taux d'inflation est supérieur à 100%. Mais là, on est dans les millions. Donc, c'est au-delà de l'hyperinflation. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Lorsqu'on est dans de tels processus où on dollarise l'économie, on peut stabiliser le cadre macroéconomique. Vous voulez qu'on supprime le franc congolais? C'est pas ça la proposition. Et qu'on garde le dollar. C'est pas ça la proposition, madame. Je suis en train de réfléchir comme scientifique. Là, on va fermer la banque centrale. On n'aura plus besoin de la banque centrale. Non, pour certaines missions. Pour certaines missions. Mais la mission principale... C'est l'émission des signes monétaires. Là, on est tous d'accord. OK. Laissez-moi réfléchir. Alors, lorsque nous nous retrouvons dans une situation pareille, pour dédollariser, ça va nous prendre du temps. Mais ces pays-là, qui ont commencé la dédollarisation avant nous, n'ont fait que baisser l'ampleur de la dollarisation.
où le taux de dollarisation était par exemple à 70%, on ramène ça autour de 40, 30%, 25%. On réduit l'ampleur de la dollarisation. Ce qui fait que de l'autre côté, dans la masse monétaire en circulation, c'est le volume de la monnaie nationale qui va compenser la quantité de devises qui est en train d'être revue à la baisse, et c'est la masse monétaire en monnaie nationale qui augmente. Ce qui, par la même occasion, va permettre à ce que la Banque centrale puisse avoir un contrôle sur une quantité de monnaie beaucoup plus grande, et cela peut maintenant permettre à ce que nous puissions être à mesure de stabiliser la monnaie nationale, parce que notre politique monétaire va maintenant être applicable sur une certaine quantité appréciable de la monnaie nationale. Qu'est-ce que vous pensez à une création d'une nouvelle monnaie pour supprimer ou éliminer totalement la dollarisation de l'économie congolaise? La réforme monétaire qui nous amènerait une autre monnaie que le franc congolais, si les déterminants ne sont pas bien contrôlés, nous allons revenir dans la case de départ. Ça ne sera pas la solution. La valeur, une monnaie en soi n'a aucune valeur parce que ce sont des papiers imprimés par l'hôtel des monnaies, ou sur un papier, on met certaines couleurs, on vous dit ça c'est 20 000. Vous aussi, vous acceptez que c'est 20 000 du fait de la confiance que vous avez dans la Banque centrale. L'autre billet là, c'est 10 000 et puis 5 000. Quand vous juxtaposez ces différents billets, il n'y a aucune différence. Même grandeur, ce sont des couleurs qu'on différencie avec les chiffres. C'est pourquoi on parle de la valeur faciale. Mais il faut maintenant une valeur réelle à cette monnaie-là, c'est dans la production. On peut se réveiller aujourd'hui, on dit, pour rendre la monnaie nationale l'équivalent du dollar forte américain, une monnaie forte. Donc, un franc congolais est égal à $1. On est tous d'accord. Vous êtes libre, comme République démocratique du Congo. Conséquence, la bouteille d'eau que tu as achetée à 500 francs, tu vas l'acheter aujourd'hui à $500. Tu as mesure de le faire? Lorsqu'on fixe le taux de change, c'est par rapport au niveau de la production que nous avons dans les pays qui nous permettent de défendre la valeur de la monnaie. Ce ne sont pas les éléments que nous retrouvons sur les billets des banques, c'est que nous appelons la valeur faciale. Mais la valeur réelle de la monnaie, c'est dans la production. Mais lorsque nous n'avons pas une production suffisante pour défendre la valeur de cette monnaie, nous pouvons beau fixer un taux de change qui soit un taux de change le plus bas que possible, nous allons détruire notre propre économie. L'exemple que je vous donnais tout à l'heure, $1 américain est égal à 1 franc congolais. Bravo, le franc congolais est désormais l'équivalent du dollar américain. Mais lorsqu'on te dit que la bouteille d'eau que tu as achetée à 500 francs congolais, tu vas l'acheter désormais à $500 américains, vous êtes à mesure de payer les prix? Ça ne sera pas possible. Et donc, il faut également que nous ayons... On n'est pas dans une économie qui est fermée. Nous évoluons avec les autres économies. Et donc, la détermination de la valeur de notre monnaie dépend également de la détermination de la valeur de nos biens sur le marché international, des échanges que nous avons avec les autres et de la détermination de la valeur d'autres monnaies avec lesquelles nous sommes on se retrouve dans les échanges avec certains pays. Comment trouvez-vous le mesure concernant la volatilité du taux d'échange en République démocratique du Congo prise par les autorités monétaires? Les différentes mesures prises par Comment vous les trouvez? Vous êtes satisfait dire que c'était normal, c'est des mesures efficaces? On a fait augmenter le taux d'intérêt directeur qui est passé de 9% à 11% et puis de 11 à 25%. Pendant une période de temps relativement courte. On a augmenté les taux de réserve obligatoires sur les dépôts en monnaie nationale qui étaient de 0% à 10%. Et la Banque centrale est en train également d'utiliser le bon Banque centrale pour ponctionner une certaine quantité de la monnaie en circulation. Le bon des trésors? Non, le bon Banque centrale. Okay. Le bon des trésors sert au gouvernement de s'endetter sur le marché, public, voilà. Oui, sur le marché monétaire. Et donc, lorsqu'on cumule ces mesures-là,
y a des petits soucis quand on analyse toutes ces mesures. Nous ne pouvons pas plus que doubler les taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale dans une période de temps relativement assez limitée, moins d'un mois. C'est énorme. Quand vous suivez les informations économiques avec les autres pays, généralement, on vous fait augmenter les taux d'intérêt de 0,25%, de 0,5%. Quand on fait 1%, c'est énorme. Mais nous, on est passé de 9 à 11, 11 à 25, plus que doublé. Cela a été expliqué par le fait que quand vous prenez le taux d'inflation cumulé, par exemple, le dernier taux d'inflation cumulé au 25 août, nous sommes au-dessus de 17%. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Lorsque le taux d'inflation dépasse le taux d'intérêt nominal, le taux d'intérêt réel est négatif. Donc la Banque centrale voulait d'abord corriger la négativité du taux d'intérêt pour permettre à ce que les opérations en monnaie nationale deviennent des opérations rentables, pour encourager les agents économiques à pouvoir solliciter les guichets des banques avec des opérations en monnaie nationale. Ce qui peut maintenant drainer vers les circuits bancaires la grande quantité de la masse monétaire qui circule hors banque. Mais il faut ajouter à ces mesures de politique économique, selon vous, qu'est-ce qu'il fallait faire? Ce qu'il faut faire, on manipule les instruments de politique monétaire, mais il faut également que ces instruments soient en cohérence avec la politique budgétaire du gouvernement. Parce que si la politique monétaire est restrictive et que la politique budgétaire est expansionniste, il va avoir des conséquences sur la politique monétaire. Et le fait que du côté du gouvernement, il y a par exemple, la Banque centrale est en train de faire des efforts pour ponctionner une certaine quantité de la masse monétaire jugée excédentaire et que du côté du gouvernement, on est en train d'injecter dans l'économie des quantités importantes de la monnaie, du fait par exemple des opérations des élections, qui sont des dépenses tout à fait régulières, parce qu'il faut organiser les élections. On fait des décaissements en monnaie nationale, on injecte les quantités importantes dans l'économie. Cela va avoir des effets. Et donc, la cohérence serait que les dépenses du gouvernement ne passent pas beaucoup plus par les décaissements en espèces, mais passent par des opérations en banque pour permettre à ce qu'une grande partie de la masse monétaire ou des dépenses de l'État s'efface du point de vue manipulation de la liquidité au sein des guichets des banques. Et c'est à ce niveau-là qu'on va réduire la circulation monétaire hors banque. Et lorsqu'on réduit cette quantité de circulation monétaire hors banque et qu'on permet maintenant aux francs congolais d'être stabilisés, les prix vont se stabiliser, on va avoir moins de pression sur les marchés d'échange et donc sur les taux d'échange. Parce que vous ne verrez jamais quelqu'un tirer un chèque et aller sur un marché d'échange, vouloir convertir ça en devises. Donc il ne peut aller qu'avec les espèces. Et donc, c'est la base monétaire. Et la Banque centrale doit avoir un contrôle sur cette base monétaire. Et donc, ce contrôle-là ne peut pas se faire en dehors du système bancaire. C'est seulement lorsque la grande quantité de la monnaie rentre dans le secteur bancaire que la Banque centrale a un contrôle. Parce que lorsqu'on relève même les taux de réserve obligatoires sur les dépôts en monnaie nationale, mais lorsque nous n'avons pas de dépôts, à quoi sert le relèvement du taux? Ça ne va pas nous servir à quelque chose. Et là, en économie monétaire, nous disons que l'instrument est inefficace. L'instrument est inefficace. Et donc, il faut nécessairement qu'il y ait d'abord, dans les systèmes bancaires, des dépôts en monnaie nationale. Et lorsqu'on relève les taux, on réduit la capacité d'intervention des banques. Et c'est dans ces conditions-là qu'on peut contrôler l'évolution de la masse monétaire en circulation et éventuellement le niveau général des prix. Vous avez compris là, c'était, je le dis bien, la volatilité du taux de change et le niveau d'inflation. Les questions que nous nous sommes posées, qu'est-ce qui a été fait? Le prof Guérin-Darel a bien parlé de toutes les mesures qui ont été prises par les autorités monétaires, mais qu'est-ce qu'il faudra faire? Je pense qu'il faudra, comme l'a bel et bien souligné, orienter toute la masse monétaire dans le secteur bancaire. Nous vous disons, restez branchés, c'est la chaîne nationale congolaise. Au revoir et à très bientôt.